Alors, c'est un peu avec les moyens du bord. Je dirais après avec les moyens du désespoir, mais c'est un peu avec les moyens du bord. Donc la mobilisation, elle a lieu effectivement en 1939, en fait quelques jours avant le début des hostilités, donc le début de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Et puis le dispositif qui est mis en place, et ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut aussi prendre avec nous lorsqu'on parle de politique de sécurité ou même voilà, de conception de défense aujourd'hui, eh bien, vous avez un général commandant en chef de l'armée qui est élu le 30 ou le 31 août. Vous avez une mobilisation qui est décrétée le 1er septembre, et puis le 3 septembre, c'est la guerre. Donc, juste pour dire, ça s'enchaîne avec une rapidité, avec une cadence quand même très très importante. Alors, que fait Guisan dans les premiers jours, les premières semaines? Eh bien, je ne vous cache pas qu'il y a un certain embarras, parce que les planifications qui existent, eh bien, il n'y a pas de temps pour les modifier, pour les adapter à quoi que ce soit. Et donc, quelque part, par réflexe, on mobilise, et puis on fait ce qu'on a planifié dans les cours d'état-major. Et en fait, l'armée va se concentrer sur ce qu'on appelle les positions de la LIMAT. Alors, si vous voyez l'itinéraire que fait la LIMAT, grosso modo, vous tracez un trait quelque part entre Soleure et Winterthur, et puis vous avez grosso modo ce trait au nord de Zurich, et puis l'idée était de concentrer tous les moyens ici et de se défendre avec tous ces moyens, donc toutes ces divisions. Quand j'ai dit que le général Guisan est arrivé avec quelques difficultés et quelques problématiques à résoudre, la personne que vous voyez ici, c'est le colonel Masson. Je viendrai tout à l'heure sur ce personnage-là. C'est en fait le chef de l'état-major personnel du général Guisan, parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, notre constitution prévoit qu'on va élire un général, mais en fait on ne lui donne aucun moyen pour conduire l'armée. Donc en fait il n'avait pas de numéro 2, il n'avait pas d'état-major personnel, et puis il avait, alors je crois qu'on va le voir à un moment ou à un autre dans ce document, il a un numéro 2 de facto qui est problématique, c'est le commandant-corps Jacob Huber. C'est pas parce qu'il a un nom germanique qu'il faut tout de suite dire qu'il y a un clivage germanophone, francophone. Mais le problème, c'est que Jacob Huber, c'est le candidat malheureux à l'élection comme commandant-chef de l'armée. Donc, vous pouvez imaginer qu'entre les deux, le courant ne passait pas. Philosophiquement, politiquement, le courant ne passait pas très bien non plus. Bref, vous avez quand même quelques difficultés. Et donc, Guisan a été obligé de pratiquement dessaisir l'état-major général de la plupart de ses responsabilités et a dû recréer ex nihilo un état-major fidèle à lui. Et je vous ai parlé du colonel Masson, ce sera quelque part la personne qui va faire tourner la boutique, parce que bien sûr que le général Guisan ne pouvait pas tout organiser lui-même, tout réfléchir, tout proposer, tout décider, tout finaliser lui-même. Donc il a fallu une petite équipe de personnes autour de lui et autour de Roger Masson, un Lausannois, pour faire en sorte que le général puisse vraiment conduire. Il a fallu créer quelque chose d'autre pour pouvoir conduire. Il a fallu créer un réseau et un service de renseignement, parce que oui, la Suisse qui était neutre, nous sommes tellement purs, on ne pouvait pas imaginer la création d'un quelconque service d'espionnage avant la Seconde Guerre mondiale. Donc tout d'un coup, oui, on décide que c'est une évidence, il faut créer un service de renseignement. Si on lit les actualités, on l'a entendu tout à l'heure, si vous pensez qu'en lisant les actualités dans la presse, vous allez savoir qui va attaquer qui et qu'est-ce qui va se passer sur le front de Stalingrad, ça va certainement pas le faire. Je vous rappelle simplement qu'à l'époque, pour qu'une nouvelle arrive dans les journaux, il faut 4 jours, il faut 1 semaine. Pour les films, ce qu'on appellerait aujourd'hui le téléjournal, il faut
pratiquement 2 semaines à l'époque. Donc, lorsque vous apprenez un événement, une bataille, eh bien, cet événement, il a pratiquement 10 jours. La bataille, elle est gagnée ou elle est perdue. Hein. Donc, ce service de renseignement va être créé ex nihilo. Et c'est essentiellement des initiatives privées. C'est des personnes qui ont des contacts en Allemagne ou dans d'autres pays qui vont créer, à partir de pas grand-chose, ce service de renseignement. Je vous ai parlé de la construction d'avions, de canons. Le canon que vous avez à gauche ici, c'est un excellent canon de 75 mm, un canon Vickers, donc un canon d'origine britannique, un canon de défense contre avion. Ça va avoir son importance lorsqu'on parlera des bombardements tout à l'heure. Donc il fallait défendre les villes suisses contre les bombardiers qui volaient à très très haute altitude. C'est un canon très très sophistiqué. Le problème, c'est qu'à l'entrée en guerre, on en a 6. On en a 6. Et pourquoi est-ce qu'on en a 6? Ils appartiennent même pas à l'armée suisse. Ils ont été loués à l'armée britannique et ils font des essais de tir à Crans-Montana. C'est un magnifique lieu pour faire des essais de tir. Hein. Je ne peux que vous recommander d'aller à Crans-Montana pour faire des essais de tir. Mais voilà, il a fallu construire à partir de rien ces canons. Sinon, on n'aurait pas été capable de se défendre. Il a fallu acheter énormément de choses à l'étranger. Il a fallu remplacer ou résoudre la problématique du carburant, puisque vous n'importez du carburant que, grosso modo, si les belligérants vous laissent l'importer. Et donc, vous avez le recours aux chevaux, aux vélos, à tout ce qui va avec. On modifie à l'époque les véhicules pour qu'ils fonctionnent au gazogène. Donc, si vous avez certaines personnes de couleur verte qui, aujourd'hui, vous parlent de carburant alternatif, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les véhicules électriques qui fonctionnent au gaz naturel, etc., on en avait au début du XXe siècle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, sauf qu'à l'époque, ça ne marchait pas si bien que ça. Et je ne suis pas sûr que c'était moins polluant que les moteurs diesel. Un bus qui fonctionnait ou un camion qui fonctionnait au gazogène, il fallait 1 heure pour faire monter à la bonne température, pour créer suffisamment de pression de gaz pour que vous puissiez commencer à conduire votre camion ou votre bus. Donc vous pouvez imaginer, je ne parle même pas de l'autonomie, donc c'était quand même très très compliqué. Alors je vous ai parlé du vélo, je vous ai parlé d'autres modes de transport, on dirait alternatifs. Moi je vais vous parler du cheval, parce que je suis un cavalier, donc si je ne parle pas de cheval, je suis au mauvais endroit. On s'est beaucoup posé cette question, est-ce que finalement on ne va pas revenir vers des choses plus rustiques, plus simples? Et je crois qu'au château de la Sarraz, au musée de l'équitation, il y a une courbe qui montre le nombre de chevaux en Suisse depuis le XVIIe siècle, depuis le XVIIIe siècle, et vous constatez que les années 30, les années 40, c'est l'année où il y a le plus de chevaux en Suisse. C'est la création de la race des Franches-Montagnes, enfin il y a toute une série de choses qui se passent autour du cheval. Alors j'aimerais juste vous dire, et ça me peine beaucoup de devoir l'admettre, mais le cheval n'est pas la solution, n'a pas été la solution. Pourquoi? Parce que le cheval, contrairement aux bovins, d'autres animaux qui peuvent tracter des pièces ou des biens de logistique, ils doivent consommer, ils doivent manger de l'avoine, des céréales qu'il faut faire pousser. Et donc quelque part, le cheval s'est retrouvé en concurrence avec l'être humain pour les parcelles sur lesquelles on pouvait cultiver des patates ou autre chose. Et donc à partir de 1940, la situation elle est tellement grave qu'on décide que l'avoine qu'on a cultivée, on va le donner aux êtres humains et on ne va pas le donner aux chevaux. Et on a commencé à diluer et à remplacer la ration des chevaux militaires par ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire de la cellulose. C'est un mot sophistiqué pour dire de l'écorce d'arbre. Pourquoi est-ce qu'on avait de la cellulose? On avait des tonnes et des tonnes de cellulose en Suisse à ce moment. Pourquoi? Parce que la cellulose, c'est ce qui vous permet de fabriquer des explosifs et de la poudre à canon. Donc je peux vous dire qu'on coupait des arbres à l'époque pour fabriquer de la poudre à canon et des munitions. Et donc si on prend de l'écorce de sapin pour donner à manger aux chevaux, c'est pas grave. Ça a eu pour conséquence qu'on ne pouvait pas mener les attelages autres qu'au trot, tout simplement parce que les articulations, au bout de quelques mois, de quelques années, les articulations des chevaux étaient tellement en mauvais état, je n'ai pas les termes médicaux ou vétérinaires pour vous expliquer ça, que grosso modo, les chevaux cassaient leurs os parce qu'ils étaient plus suffisamment résistants. Donc simplement, garder cette idée à l'esprit quand on parle d'approvisionnement économique
du pays, d'énergie alternative, parce que c'est la grande mode aujourd'hui. Gardez à l'esprit que c'est quand même difficile de remplacer les carburants et les énergies que l'on a aujourd'hui. Et puis je vais vous dire une troisième chose qui ne fait pas très plaisir à entendre. Cette solution de la LIMAT, de se défendre sur le nord de la Suisse, on a assez rapidement compris en 1939, quand on a vu la Blitzkrieg, que ça n'allait pas le faire et on n'allait pas pouvoir se défendre, tout simplement parce que vous avez de magnifiques positions bétonnées, bunkérisées sur la LIMAT, mais à gauche, vous n'avez rien, et puis à droite, vous n'avez rien non plus. Et donc les Allemands auraient pu contourner, ils avaient des parachutistes, enfin bref, cette Limatstellung, cette position sur la LIMAT de 1939, c'était une fausse bonne solution. Le seul moyen de faire en sorte que la Suisse puisse se défendre à l'époque, eh bien, ça a été la première stratégie de Henri Guisan, ça a été ce qu'on appelait pudiquement les conversations d'état-major. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression très politiquement correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une conversation d'état-major ? Eh bien, c'est une infraction évidente au droit sur la neutralité. En fait, Guisan, tout seul dans son coin, avec son état-major personnel, sans le dire à personne, a fait rapidement une appréciation de la situation, et puis il s'est dit, tout seul, on ne va pas s'en sortir. Donc, il est allé chercher les contacts avec l'état-major, le grand état-major français, et puis ils se sont entendus. Qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne attaque la Suisse ? Eh bien, il faut trouver une solution pour que l'armée française entre en Suisse pour aider l'armée suisse à se défendre. Et les conversations d'état-major, eh bien, c'est ni plus ni moins que de dire on n'est plus neutre, et puis en cas d'attaque, eh bien, on va appeler l'armée française à notre aide. Et effectivement, ces conversations d'état-major, elles vont très très loin. Elles vont très loin parce que l'état-major français planifie et la troupe suisse creuse des positions pour des canons de dimension et de gabarit que la Suisse n'a pas. Donc, dans tout le massif du Jura, dans la région de Bâle, on construit des positions pour des canons de l'armée française qu'on n'a pas, parce qu'on prévoit en fait que l'armée française va simplement entrer en Suisse et aider la Suisse à se défendre contre une invasion allemande. C'est intéressant parce que j'ai été harponné, critiqué par toute une série de personnes qui disent il faut se défendre seul, on doit se défendre contre tout le monde, on doit respecter le concept de la stricte neutralité. Guisan, c'est le défenseur de la Suisse. Je ne dis absolument rien de négatif contre le général Guisan, j'insiste là-dessus, mais je rappelle simplement qu'avant le réduit national, qui est la défense tous azimuts sur 360 degrés, seul contre tous, la première stratégie, la première décision du général Guisan, c'est pas se défendre seul, c'est la coopération militaire avec la France. Et c'est parce que le 10 mai 1940, la France est attaquée et la France succombe en à peu près un mois, puisque l'armistice est signé le 22 juin 1940, donc c'est très rapide cette défaite militaire de la France, personne n'attendait cela, ni les militaires français, ni bien sûr les militaires suisses. On s'imaginait que la guerre elle allait durer 4 ans et qu'on aurait le temps de négocier, on aurait le temps de trouver des solutions. Eh bien non, en à peu près un mois, la France tombe et là, la situation devient intenable, c'est-à-dire que, l'alliance militaire avec la France, eh bien, elle est impossible. Les Français ne vont pas venir depuis Vichy défendre la Suisse contre l'occupant allemand. Ça on peut oublier cette solution-là. Et puis, deuxièmement, regardez la carte. La Suisse, à partir de 1940, de l'été 1940, est entourée par les puissances de l'Axe. Au nord, vous avez l'Allemagne. À l'est, vous avez l'Autriche, mais enfin, ça fait aussi partie de l'Empire allemand à cette époque-là. Vous avez au sud l'Italie. On a caressé l'hypothèse que l'Italie aurait une politique indépendante de l'Allemagne. Oui, sauf qu'en 1940, l'Italie attaque la France et donc devient co-belligérant. Donc il n'y a pas d'aide à attendre de l'Italie. Et puis la France de Vichy, ben, vous aurez bien compris, ne va pas lever le petit doigt pour défendre la Suisse neutre contre l'Allemagne. Et donc l'idée du réduit national vient pendant l'été 1940. C'est le fameux discours du Grütli. Alors, je peux vous en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le mot
réduit national, il n'est prononcé pour la première fois qu'en 1943, donc il ne faut pas antédater les choses. En juin 1940, au moment de ce discours sur le Grutli, les idées ne sont pas encore finalisées, mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir se défendre avec les moyens du bord, avec ce qu'on a, on n'aura pas plus, et puis il faut se défendre sur 360 degrés contre tous les adversaires, et donc il n'y a plus de solution sur la Limmat, il n'y a plus de solution pour défendre ni Genève, ni Zurich, ni Lausanne, ni Rolle, et donc c'est une politique de terre brûlée. Et ça explique le sentier des Toblerones, ça explique un certain nombre de choses. Le sentier des Toblerones, la Villa Rose à Prangin, s'est construit en 1941, pour vous donner quelques chiffres. La ligne fortifiée sur l'Aubonne, c'est aussi 1941. Et là, la stratégie, eh bien, elle est simple. Grosso modo, un tiers, deux tiers. Un tiers de l'armée suisse va retarder une attaque allemande le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, à l'époque, on estime que c'est quelques jours, le temps que le gros de l'armée, les deux tiers des bataillons, puissent rejoindre, si ça doit se faire à pied, ben ça se fera à pied, puissent rejoindre les Alpes, rejoindre le réduit, et puis là il s'agit de fortifier le réduit où l'adversaire allemand ne peut ni utiliser sa supériorité en avion, ni ses parachutistes, ni ses chars, ni son artillerie, et puis finalement le réduit, c'est la solution qui est peut-être la bonne, enfin qui a été un succès, mais il faut bien se rendre compte que c'est la deuxième solution, c'est la solution par défaut, parce que la première solution, ça a été la coopération militaire avec la France, et cette solution a été, comme je vous l'ai dit, rendue impossible par le fait que la France est tombée et aussi par le fait que les Français, au moment de la défaite, ont oublié dans une mallette, dans un wagon de train, j'avais noté, ça va me revenir, la Charité-sur-Loire. Ils ont abandonné un train, parce qu'à l'époque, on avait des postes de commandement dans des trains, donc ils ont abandonné là-dedans des papiers très compromettants, avec des documents de l'armée suisse, et donc les Allemands, déjà en été 1940, savent que les Suisses qui se disaient neutres, eh bien, ils n'étaient pas si neutres que cela, et donc, quelque part, la Suisse a mis une pression diplomatique, une pression économique extrêmement forte sur la Suisse à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont bien compris que la Suisse avait joué à un jeu extrêmement dangereux avec sa propre neutralité.